Donc tu dis j'ai la précision japonaise et l'élan français. Je suis à la fois consultante stratégique, traductrice, gestion de projet, coach. Comment on fait pour pas rater un contrat avec les Japonais? Je demande à mes collaborateurs français de préparer au moins centaines de cartes de visite. Centaines. Comment c'était de travailler avec Carlos Ghosn? Bonjour à tous et bienvenue dans Tous Wonder Business, un nouveau format des hors-séries dédiés au monde de l'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Tomo Nagami. Elle est japonaise. Elle a notamment travaillé chez Renault-Nissan sous l'ère de Carlos Ghosn. Aujourd'hui, elle est consultante spécialisée dans les différences culturelles entre la France et le Japon. Grâce à Tomo Nagami, c'est impossible de rater un deal, un contrat avec le Japon. Elle va nous raconter ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les impairs à ne pas commettre. Finalement, ces cultures, elles sont extrêmement différentes. Elle va nous parler de ces fameuses cartes de visite qu'il faut distribuer. Vous allez le comprendre qu'on ne peut pas faire de business avec le Japon sans avoir un stock de cartes de visite. En tout cas, Tous Wonder Business, vous nous retrouvez, ça vous le savez, sur YouTube et sur toutes vos plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon et Apple. Vous pouvez nous regarder, nous suivre un peu partout et un peu tout le temps. Et Tous Wonder Business, ce nouveau format, c'est maintenant avec Tomo Nagami, consultante spécialisée dans les différences culturelles France-Japon. Tomo Nagami, merci beaucoup. Tu viens inaugurer ce premier Tous Wonder Business. Je suis très contente de te recevoir. Merci. J'ai hâte de t'entendre. J'ai hâte que tu nous expliques comment ne jamais rater un deal et un contrat avec le Japon. Ça, c'est précieux. Merci. Dans Tous Wonder et Tous Wonder Business, on commence toujours avec un point de bascule. Le tien, il se passe en mai 2011. Tu travailles pour Renault-Nissan en France. Tout et à fait. un jour, de mai 2011, tu oublies d'aller chercher tes enfants de 3 et 6 ans. Tu rentres chez toi à 19h30, il n'y a personne. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais en fait effectivement un trou. Je suis rentrée toute contente parce que j'ai terminé une journée assez remplie. J'ai bien travaillé. J'ai trouvé personne à la maison. En fait, c'est mon mari qui est allé chercher à ma place mes enfants. Ils sont rentrés vers 19h30, 20h et qui m'ont dit « Ça va, tu étais où? Je croyais que tu as eu un accident, tout ça. » Mais je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Qu'est-ce que j'ai fait? À ce moment-là, j'ai compris que j'étais en train de perdre mon identité, mon sentiment de dévouement pour l'entreprise, pour la maison. Tout était vraiment basculé pour comment dire, que j'étais vraiment Trop de perfection, quoi. Exactement, Trop à fond j'étais dans le perdue. travail, vouloir trop bien faire dans ta C'est vie ça. de famille et en Mm. fait, t'as craqué. C'est là que tu t'es dit, faut que j'arrête, faut que je change. Je change, je retrouve mon identité, j'étais complètement déracinée, si tu veux, et que je dois vraiment me retrouver. Mais j'étais complètement perdue dans une situation à laquelle tu peux imaginer vraiment quand on ne va pas du tout bien, on n'est vraiment pas bien, les sentiments très compliqués. Bien sûr. Mais ce qui était sûr pour moi, c'est que j'avais une volonté de rebond. Et le rebond, il va venir assez vite. Et tu parles d'identité, c'est intéressant. Tu t'es dit, je suis japonaise, je suis en France. Et c'est comme ça que tu es devenue consultante. Exactement. Et aujourd'hui, tu vas conseiller des équipementiers automobiles, des industries pharmaceutiques, des grands patrons. Et ta spécialité, c'est que tu es japonaise en France et que tu sais tout sur cette différence culturelle. Tout à fait. Comment on fait, grâce à toi, pour pas rater un deal, pour pas rater un contrat avec les Japonais quand on est français et qu'on n'y connaît rien? Comment on fait? Comment on fait? Alors, ça s'apprend, bien sûr, par tout le monde peut apprendre. Mais en fait, moi, pour devenir consultante, décision stratégique France-Japon, parce qu'il y avait vraiment le besoin qui était là. Il y avait la nécessité. Donc, je suis pas devenue consultante par hasard. Je voulais répondre à cette nécessité. J'ai plusieurs casquettes, si tu veux. Je suis à la fois traductrice qui traduit exactement ce qui se passe et également gestion de projet pour mener bien le projet. Et ensuite, je suis consultante interculturelle. J'explique la différence. C'est ça, interculturel, c'est ça. Voilà. Parce que, Voilà. on est quand même très différents. Oui. On n'a pas les mêmes codes, en fait. On n'a pas le même code. En même temps, je suis coach.
Voilà, je suis coach certifiée, donc vraiment, je donne la chance à tous les participants, de toutes les parties prenantes, de clarifier la réflexion. Et je suis à la fois consultante stratégique, je partage mes expériences. Il y a 5 volets, et avec ça, mon métier, ça fonctionne. Et d'abord, la création de la confiance. Alors cette confiance, toi tu m'as dit, je trouvais ça extraordinaire, elle passe par plein de petits détails, notamment les cartes de visite. On ne peut pas faire un voyage au Japon professionnel sans une quantité phénoménale de cartes de visite. Pourquoi ? Exactement. À chaque fois, je demande à mes collaborateurs français de préparer au moins centaines de cartes de visite. Centaines. Même quand tu reçois les Japonais dans l'entreprise en France, c'est la même chose, centaines. Quoi ? C'est-à-dire que la carte de visite, ça représente toi-même. C'est pas un petit bout de papier. Ah ouais. Ça représente toi-même, tu as une appartenance à une entité très importante. Donc c'est pas ça, c'est ton visage lui-même et qu'il y a un rituel d'échange de cartes de visite. Est-ce que tu peux nous montrer ? Alors, on va rester assis pour ceux qui nous écoutent parce qu'il faut qu'on reste près du micro. Mais tu m'as dit, il y a une vraie technique. On se donne pas une carte de visite comme ça à la va-vite, hein ? Comment on fait ? Alors, on rentre dans une salle de réunion. Normalement, on est debout. Donc, j'ai dit bonjour. Ah, domo hajimemashite, Alexia-san, merci, vraiment enchantée de vous rencontrer. Donc, on donne la carte de visite, on tend la carte de visite pour le sens où la personne à qui je donne puisse lire. Ah, le sens de lecture. Donc, voilà, sens de lecture. Et vers toi. Exactement. D'accord. Donc, normalement, on reçoit par 2 mains. Mais c'est difficile de recevoir parce que moi-même, je tends ma carte de visite. Donc, je dis, dozo. Merci. Et là, je fais quoi ? Ah, merci. Tu la prends. D'une main. Et puis, tu regardes. Ah, vous êtes Madame, ok, Maillère. Ah, vous êtes telle direction. Bonjour. Ok. Puis. Donc, tu dois prendre le temps de regarder. Bien sûr, comme ça. D'accord. Ok. Après, peut-être il y a une queue parce que peut-être le japonais il vient en groupe. Et puis les Français aussi, peut-être c'est une direction, c'est un groupe. Donc il y a la queue. Donc chaque fois, tu recommences, tu répètes la même chose. Et la réunion commence. Donc on s'installe, on est assis. Donc on pose la carte de visite sur la table. Par l'ordre, la personne est assise devant toi. Imaginons qu'on soit 4. Faut pas jeter les cartes de visite. Non. Il faut bien les disposer. Donc là, par exemple, je les ai disposées. On imagine qu'on est 4 lors de la réunion. Ok. Ce que font les Français, tu m'as dit. Oui. Parfois, ils les mettent vite dans la poche. Ça se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Voilà. Parce que tu vas pas mettre les personnes dans ta poche. Parce que la carte de visite, c'est la personne elle-même. Ok, donc tu les disposes. Il y a un vrai rituel en fait, hein ? Exactement. Okay. Exactement. Ça fait partie de cadre de la préparation d'agenda de la journée. Ça commence par ça. C'est inscrit à l'agenda. Inscrit à l'agenda. Échange des cartes de visite. Exactement. C'est génial. Exactement. Et donc, quand on adresse la parole à la personne qui est en face de moi, d'abord je regarde la carte de visite, je confirme le nom de la personne pour ne pas me tromper. Donc, ah oui, bonjour, vous êtes Madame Maillère. En haut à gauche. Voilà, en haut à gauche. En haut à droite. Voilà. Incroyable. Et si tu ne fais pas ça, si tu réalises mal, en tout cas, cet échange de cartes de visite qui, en tout cas, le préambule, est-ce que ça peut faire en sorte que un deal, un contrat se fasse pas, que la relation commence très mal ? En tout cas, moi, j'organise que tout se passe bien, donc il y a pas de problème. Mais les Japonais ne demandent pas aux Français de devenir comme les Japonais. Donc, s'il n'y a pas ce rituel de carte de visite, l'échange de cartes de visite, il y a aucun problème. Mais si tu souhaites vraiment rebondir la relation, il vaut mieux commencer par cet échange de cartes de visite. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'il faut absolument pas faire ? Où là, tu mets un terme total à ton échange professionnel avec un Japonais. Au Japon, il y a un processus implicite
lors de la décision. Ça s'appelle nemawashi. Nemawashi, en fin de compte, ne, ça veut dire la racine. Mawashi, c'est-à-dire entouré. Donc, c'est pour protéger la racine. Donc, avant la réunion, les Japonais font souvent ce processus de procédure de décision, nemawashi, pour demander l'avis de chaque personne. Donc, c'est du consensus. Consensus. Au Japon, on se met d'accord. Tout le monde doit être Exactement. d'accord. On fait un tour de table. Les Français, c'est le patron qui décide. Souvent, oui. Souvent. Donc, en réunion, déjà, c'est quoi la différence que tu peux constater, déjà? C'est-à-dire que les Français, il y a déjà le consensus, donc les Japonais viennent à la réunion, déjà, en fait, l'élément de l'accord, voilà. Et les Français peuvent décider une responsable. Voilà, ils viennent débattre, il y a vraiment discuter, quoi. Et donc ça, c'est pas tout à fait une situation à l'aise pour les Japonais, parce qu'ils sont pas tellement là pour discuter. Et pour débattre. Puis, voilà. Et en même temps, pour la prise de décision, il faut souvent demander à leur chef. Voilà. Aux Japonais ? Aux Japonais. Voilà. Parce qu'en fait, souvent, moi, ce que j'ai entendu des gens qui travaillent avec le Japon, ils disent on est décontenancé parce qu'on m'a dit oui, et puis le lendemain, on m'a dit non. C'est pas facile de travailler avec les Japonais. En fait, la différence, elle vient de là, c'est ça ? Ça vient de là aussi, parce qu'on te dit, les Japonais disent oui, c'est-à-dire que oui, je ne nie pas ce que vous venez de dire, j'entends, je comprends, il y a peut-être la marge de discussion, mais cela ne dit pas forcément que pour dire ok, on va le faire comme ça. Alors qu'un Français, tu dis oui, c'est oui. Souvent, ouais. Souvent, ouais. Donc là, déjà, je dis oui, je prends la responsabilité de là-dessus. Ouais, les c'est Français. ça. C'est plus direct. Est-ce que ça veut dire que les prises de décision, elles sont plus lentes au Japon ? Ça peut être plus lent. Parce que peut-être il faut demander, c'est un peu comme devoir, après les réunions, je vais peut-être demander, je vais refaire peut-être le consensus. Les Français ont dit comme ça, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, il doit y avoir peut-être une autre procédure de consensus après la réunion. Donc, la décision finale, ça peut être un peu plus long que prévu. Donc toi, tu es là aussi pour expliquer. Je suis là pour expliquer. Je fais pas la navette entre ces deux cultures, on va dire. Il y a la culture d'entreprise aussi, il y a la culture de pays. Je suis toujours au centre de l'intersection. Donc, je prends pas du tout parti de quel parti. En fait, j'essaie de créer le cadre où tout le monde puisse décider sereinement. Il y a aussi, tu m'as dit, une règle induite. Il faut que tu nous expliques uchi et soto. Uchi et soto. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'en fait, il faut pas se comporter avec un Japonais comme avec un Français. Oui. Qu'est-ce que c'est que uchi et soto ? Uchi et soto. Uchi, ça veut dire l'intérieur, donc le cercle, vraiment l'intérieur. Soto, c'est en dehors de cercle. Mais qui donc, existe. C'est pas ton cercle intime. Voilà, cercle intime. Donc, il faut pas. Uchi, cercle intime. Soto, à l'extérieur de toi. L'extérieur. Donc, même si on fait le même projet, cela sous-entend que peut-être nous sommes dans le même cercle. Mais étant donné que on est de différentes entreprises, le cercle uchi, le cercle soto, ça restera toujours séparé. Peut-être que le cercle, ça peut s'approcher, mais ce sera jamais, en fait, mélangé, en fait, de créer le seul cercle. Donc, c'est quoi le faux pas qu'on peut commettre en tant que Français ? C'est quoi le faux pas ? C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, en fait, on sera jamais ton pote, quoi. C'est ça. Dans le cadre de l'entreprise, oui, ça peut être là. Ça peut être là, c'est parce que c'est le Japon. Je pense que c'est la question de Japon, c'est l'archipel aussi. C'est une culture à part entière, je pense. C'est pour ça. Donc les étrangers, c'est les étrangers. Donc si cette personne appartient pas à mon entité, ça reste vraiment dans un autre clan. Donc ça veut dire qu'il faut se comporter avec une certaine distance. Certaines distances. Au moins, le premier contact, ce serait peut-être mieux. Ah, c'est intéressant. Tu parles du coup de cet intime, hein, de la sphère privée. La sphère privée aussi, l'entreprise fait partie de la sphère privée, non ? C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on est embauché quelque part, on appartient à l'entité. Tout à fait. On appartient à l'entreprise. Tout à fait. On est extrêmement dévoué.
Et tu as amené un objet pour nous expliquer aussi qu'on représente en fait l'entreprise. Oui, tout à fait. En fait, c'est pas tout le monde, mais souvent les cadres dirigeants, quand on quitte l'entreprise, on sort du bâtiment de l'entreprise en mettant le badge de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous montrer ce badge? Oui, Donc, tout à fait. Ça c'est typiquement japonais. Ça, c'est le badge de Japon, en fait, dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc, ça, c'est un équivalent. Oui, ça c'est un exemple. ne représente pas une société. Pour ceux qui nous écoutent, tu es en train de mettre un badge, un pins en fait. Un pins. C'est assez reconnaissable parce que c'est le drapeau de Japon. Et c'est la même chose. Par exemple, c'est le logo d'une entreprise très connue. Et par exemple, quand on prend le métro, quand on va faire des courses, ça marque vraiment la présence et l'appartenance de cette entreprise. Je représente cette entreprise. Ah donc, quand tu je fais dois tes me courses, comporter. Tu vas à la pharmacie, etc. Je vais me comporter correctement. Donc, en fait, quand tu travaillais chez Renault-Nissan, toi, tu portais un badge, tu portais un pins comme ça? Je n'étais pas cadre dirigeant, donc j'avais pas forcément le badge. Mais quand j'avais, en fin de compte, effectivement, des événements avec les médias que je devais représenter en tant que communication média côté Nissan, j'avais un badge spécial pour cette journée. Donc, quand nous, on croise par exemple un Japonais qui porte un pins, un badge comme ça veut dire que c'est un cadre dirigeant d'une entreprise? Probablement, oui. Donc, c'est un peu aussi comme, tu sais, les militaires qui portent leur médaille, hein, c'est un peu ça, Voilà, le Légion d'honneur, un peu, voilà, c'est un petit, marque. Un petit signe distinctif. Un signe distinctif rouge. C'est intéressant parce que, en fait, ça force aussi à bien se comporter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme d'obligation. Ouais, tout à fait. Exactement. C'est une forme d'obligation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as travaillé dans une entreprise mythique, parce qu'on parle d'entreprise, donc ça m'inspire la question d'après. Mm-hmm. Tu as travaillé chez Renault-Nissan. Oui. Notamment sous l'ère Carlos Ghosn. Alors, je suis obligée de te poser la question, comment c'était de travailler avec Carlos Ghosn? Alors, moi, j'ai de la chance de travailler au sein de cette entreprise sur le régime de Louis Schweitzer et Carlos Ghosn, ces deux patrons. Moi, j'étais vraiment, j'avais de la chance de travailler avec eux, vraiment dans la même société. J'étais quand même surprise de c'est pas le sens de leadership, mais c'est la capacité de fédérer les gens. Voilà. Donc de Carlos Ghosn? Les deux. Vraiment, j'ai vraiment apprécié. J'ai appris beaucoup de choses, mais ce qui était tout à fait difficile, je pense que pour les gens de Nissan, c'est la prise de décision était tellement différente. Donc voilà, c'est toujours au Japon, c'est l'histoire de Nemawashi. La prise de décision en France, c'est plus direct. Donc il y avait toujours, comment dire, je dirais pas le conflit, mais toujours l'histoire de stratégique entre ces deux entreprises. Voilà. En fait, c'est là que ton travail actuel, que ton travail de consultante, de médiatrice quelque part, t'es arrivée en fait. Ça a planté une graine quelque part dans ton inconscient. Exactement. D'avoir envie de faire cet aller-retour. Exactement. Le vrai besoin était là. Moi, en fait, je travaille avec une précision du Japon et avec l'élan de France pour vraiment ajuster chaque situation, quelquefois tendue, mais quelquefois amicale. Mais l'ultime but, c'est de prendre décision sur une confiance totale et d'avancer, éviter le risque et aboutir au but final. Donc tu dis, j'ai la précision japonaise et l'élan français. Tout à fait. Ça, c'est génial. Tout à fait. C'est hyper sympa. Tout à fait. Comment tu fais quand il y a des conflits? Tu parlais de conflits. Les Japonais détestent le conflit. Tu me l'as dit quand on a préparé cette émission. Comment tu fais, en fait, face à des Français qui parfois peuvent s'échauffer en réunion, et on les connaît, et on est tous un peu comme ça, avec des Japonais qui supportent pas? Ce qui s'était passé réellement il y a pas longtemps, c'est la même chose. Mais moi, à ce moment-là, je pose une question, ultime question, pour quel but nous travaillons? Donc tout le monde en regarde un peu vers le haut. Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas la peine de discuter de telle manière aujourd'hui. Nous allons avancer sur notre objectif commun. Voilà. C'est une question simple, mais qui fait changer l'ambiance de cette situation assez difficile à gérer.
Ça marche à chaque fois. Ça marche très souvent. Ouais. Parce qu'on travaille pas pour ce conflit. On travaille pour le but final. Et c'est peut-être que ce moment-là qu'on se rencontre, peut-être il y a d'autres moyens d'avancer. Est-ce que il y a des deals qui se sont pas faits? Est-ce que tu as des regrets ou à chaque fois ça fonctionne grâce à toi? Quand je travaille, je me dis pas que ça devrait fonctionner ou ça va peut-être pas fonctionner. Si tu veux, je suis un peu comme une sorte de caméléon. Je prends la température de chaque discussion et chaque projet, chaque personne, et je m'adapte à chaque catégorie ou de situation, et de mener vraiment bien, parce que à ce moment-là, la faculté de discernement et de comprendre très vite la situation. Et c'est la rapidité qui compte. Et très vite analyser la situation et de proposer les conseils et de passer au sujet suivant. Vraiment, c'est la rapidité qui compte. C'est ça. Ouais. De réagir rapidement pour qu'une situation se fasse, quoi. Oui. Qui fait appel à toi, finalement? C'est des grandes entreprises, des petites entreprises, des entrepreneurs? Qui peut avoir besoin, finalement, de tes précieux conseils? C'est des grandes entreprises, bien sûr, des PME, bien sûr, même unipersonnelles, c'est bien sûr. Tout le monde qui travaille avec le japonais ou des projets internationaux, France-Japon ou Europe-Japon, qui rencontrent souvent la difficulté de moment de prise de décision. Tout est prêt, le cadre est prêt. Au niveau de la langue, peut-être en anglais, tout le monde parle super bien, mais c'est les attentes implicites, les règles implicites et le cadre de décision qui n'est pas pareil. C'est à ce moment-là que la situation, le risque et la difficulté qui commencent à s'installer. Voilà. En fait, c'est là que t'interviens. Oui, tout à fait. Je remarque tout de suite que ils parlent pas de la même chose, donc je dois intervenir. Je vais faire vraiment, voilà. T'as un exemple de situation où finalement, pour toi, c'était une évidence qu'ils parlaient pas la même langue, tu vois, qui voulaient se dire quelque chose, mais qui se comprenaient pas, tu vois, sur justement les attentes implicites. Est-ce que t'as un exemple? Je ne vais pas généraliser, mais c'est souvent que je rencontre une telle situation. C'est que peut-être les Japonais travaillent, bien sûr, pour le projet, mais peut-être pour l'entreprise ou pour les chefs qui donnent peut-être une... Faire plaisir aux chefs. Pression, peut-être. Les Français travaillent, bien sûr, pour le projet. Quelquefois, ils s'adaptent selon la situation et qu'ils consultent d'autres personnes d'expertise, vraiment d'autres personnes d'experts de d'autres directions. Donc, les Japonais nous donnent l'impression qu'ils sont tellement pressés parce qu'ils sont obligés de répondre à leur patron. Voilà. Et c'est là que la tension qui peut être créée entre la France et le Japon. Est-ce que tu as un exemple de situation où tu te rends compte vraiment que à la fois l'entreprise japonaise et l'entreprise française ne pouvaient pas se comprendre sans finalement ta présence? Oui, c'est vrai que ça peut être une incompréhension pour les Français. J'ai rencontré une expérience, une situation, c'est que nous avons travaillé entre les Français et les Japonais pour le même projet et tout était bien, tout allait bien, donc on allait en fait dans une phase de finalisation. Par contre, les Japonais commençaient à dire que finalement, on va pas pouvoir avancer au même rythme que nous avons prévu. Donc ils voulaient ralentir un peu le processus de décision. Donc les côtés français, ils étaient vraiment pas contents, ils étaient vraiment même en colère. Donc j'étais obligée d'expliquer cette situation. Excusez-moi, mais les Français sont pas d'accord avec vous et même ils sont entrés en colère. Et comme les Japonais n'aiment pas du tout, perdre la face de chaque partie prenante et qu'ils ont tellement de sentiments de respect vers les gens, ils m'ont dit
est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous avec le dirigeant côté français? Bah oui, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que nous souhaitons le rencontrer à la fois pour dire merci beaucoup et pour dire aussi s'excuser. Donc les Français ne comprennent pas, ils viennent pourquoi? Pour nous remercier ou pour s'excuser? Ils comprennent pas. Mais les Japonais, pour eux, pour dire pardon et pour dire merci, ça peut se réaliser au même moment. Pardon et merci, c'est en même temps. Oui, c'est vrai que le français, ça ne dit pas pardon et merci en même temps. Ils comprennent pas. Ça, c'est Ils sûr. comprennent pas. Tu as aussi mené des missions extraordinaires. Tu as travaillé pour l'ambassade de France au Japon. Oui. Et là, tu as aidé Toyota à s'implanter, c'est ça? À Valenciennes? Oui, j'ai pas aidé directement, mais en fait, j'étais mon chef qui a eu une mission il était nommé en fait responsable de l'implantation de l'usine à Valenciennes à Toyota, et c'était vraiment un grand projet. Ça existe toujours cette usine Valenciennes. C'était quelque chose de très concret. Ça nous a fait un peu, comment dire, rêver aussi parce que c'est un projet très très important entre la France et le Japon. Et surtout, ça vient de Toyota aussi, c'est la qualité, etc. Donc, je me souviens que c'était un grand projet, très intéressant. Qu'est-ce qui te nourrit aujourd'hui dans ton travail au quotidien? C'est que j'attends pas tellement la reconnaissance parce que les choses vraiment avancent très rapidement. Mais quand mes clients ou mes collaborateurs me disent que grâce à toi, tout est clair et merci, et je pense que c'est ça ce que j'attends. Même plus tard, 6 mois plus tard, il y a des gens qui me disent que je me rends compte que grâce à toi, que tout allait bien. Et c'est un simple mot qui me fait constater que, ok, mon métier, il y a un vrai besoin et que je vais continuer ainsi. Est-ce que parfois tu as encore un rapport d'étonnement? Tu te dis, mais les Français sont dingues. Ça t'arrive encore? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça qui est bien, je pense. La différence, de toute façon, chaque personne est différente aussi, hein. Mais je pense que c'est ça qui rend, riche notre quotidien. Et c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu aimerais faire après? J'aimerais continuer mon métier parce que je pense que je rends quand même utile. Et je veux vraiment créer un lieu de décision serein sur la base de confiance avec toutes les parties prenantes, que ce soit les Français, que ce soit les Japonais ou d'autres nationalités. Quand on mène les projets internationaux, c'est pas que la culture de pays, culture de l'entreprise qui bloque la situation, c'est les attentes, les règles implicites. En fait, t'es presque la psy des entreprises, en fait. En quelque sorte, oui. T'es un peu la psy. C'est pour ça qu'aussi, quelquefois, j'utilise les outils de coaching. Ah oui, c'est pour ça. Ouais. On arrive à la fin de cet entretien. J'aime toujours demander aux gens un conseil. Toi, c'est tellement incroyable, finalement, ta compétence, cette connaissance des deux cultures, ta double culture, puisque tu vis en France. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont français et qui travaillent avec le Japon? C'est quoi ton conseil fondamental pour les entreprises ou pour des entrepreneurs qui ont envie de travailler avec des Japonais? Mon premier conseil, c'est de rester nous-mêmes, sans changer, parce que, comme je t'avais dit, que les Japonais n'attendent pas que les Français deviennent comme les Japonais. Voilà. Par contre, le plus important, c'est la confiance et la transparence. Si on a ces deux notions-là, je pense que tout va bien se passer. Quand on termine un entretien, est-ce qu'on fait aussi quelque chose avec les cartes de visite? Non, mais il y aura peut-être l'échange de cadeaux. Ah, écoute, j'ai pas... Il faut que je trouve un truc. Tu vois, ça, typiquement, je ne le savais pas. Ah, très bien, maintenant tu le sais. Prochaine fois, tu pourras revenir et je prévoirai un petit cadeau. On fait la série 2. Il y a un échange de cadeaux à la fin, alors. À la fin. Alors ça, c'est intéressant. Donc, il faut que les Français prévoient quelque chose.
non pas obligatoire, mais la première rencontre, oui. Je préviens les Français que les Japonais vont certainement apporter un cadeau par personne. Donc, ils me demandent qui sera présent et qui est le titre de voilà, telle personne, quel titre de telle direction. Donc, le cadeau peut être différent selon la personne. Et souvent à la fin, ou bien au moment de dîner, ou au moment de déjeuner, quand on est un peu décontracté, il y aura l'échange de cadeaux. Bah, tu vois, je savais pas. Donc, j'ai commis un impair. Je suis désolée. C'est pas grave. Il fallait qu'on en parle avant. Mais en tout cas, merci Tomo Nagami pour tes précieux conseils, pour aussi tes petits tips, comme on dit, tes petits conseils, tes petits presque points de détail, mais qui sont pas des points de détail parce que tu me l'as dit, c'est extrêmement important pour les Japonais, aussi ce rituel d'échange de cartes. Oui. C'est intéressant de comprendre à quoi correspondent ces pins, ces badges que les dirigeants vont porter. Et tu vois, par exemple, je ne savais pas qu'il fallait offrir un cadeau à la fin. Donc, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Grâce à toi, plus personne ne va rater des deals, des contrats avec le Très Japon. bien, très bien. On peut faire appel à toi aussi pour des conseils, évidemment, plus en profondeur. Bien sûr, Et bien plus sûr, précis. avec plaisir. Merci d'être venu à nous. Merci beaucoup. d'avoir inauguré ce tout nouveau format, Tous Wonder Je suis bien honorée. Business. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un autre Tous Wonder Business. Salut.